Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV. Il est 18h tout pile. Et en ce dernier jeudi de mai, d'avril, nous allons passer une demi-heure ensemble. Allons pas trop vite. Allons pas trop vite. Oui, je sais que c'est parce que demain, c'est le 1er mai, donc c'est pour ça. Et oui, le débrief de l'actualité high-tech, c'est maintenant comme chaque jeudi avec toute la rédaction de 01net.com. On est ravis de vous retrouver. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces grandes annonces Microsoft. Bon, chaque fois que Microsoft prend la parole, forcément, ce sont de grandes annonces. Bien sûr. Mais on essaiera de mieux comprendre, de savoir quel est l'impact, quelle est la portée, quelle est la portée de ces annonces. Donc, ouverture à Android, à Apple, etc. Et puis des nouvelles aussi d'HoloLens. Ouais. On en parlera tout à l'heure avec Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com, qui est sur place à quelques centaines de mètres du Moscone Center. Mais à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Et voilà, à San Francisco. Et il va nous raconter ce qu'il a vu hier lors de cette conférence. Et puis, attendez, il y a encore de gros morceaux de high-tech dans ce 01 Live Hebdo. Avec tout à l'heure le G4 que nous vous montrerons. Il sera ici même dans ce studio. Voilà, c'est le nouveau flagship de LG. Et c'est un porte-parole de LG France qui viendra nous le présenter. Cette semaine, pas de Delphine Sabatier. Voilà, on est vraiment désolé, désespéré même. Elle est en vacances, pas loin de la mer. On la salue, on lui fait un bisou. On espère qu'elle nous regarde. Salut Delphine. Voilà. Et puis, en revanche, lui, David Noguera est sur le pont. Et il revient d'Amsterdam, David Noguera. Où il est allé découvrir les nouveautés TomTom. Voilà. Et ce ne sont pas des GPS. Non. C'est ça l'info. Ouais, c'est ça qui est intéressant. On vous garde la surprise, mais voilà, TomTom a annoncé quelque chose d'intéressant. Ce sera tout à l'heure avec David Noguera. Alors, comme nous sommes en direct, vous le savez, vous pouvez d'ores et déjà réagir. Posez vos questions via Twitter avec le hashtag 01live. Vous posez vos questions, vous rajoutez le hashtag 01live. Ça arrive directement ici même. Soyez les bienvenus dans ce 01 Live Hebdo. Et on commence par notre question 01net Orange, Jérôme. Oui, toujours collé à l'actu. L'actu, c'est Microsoft. Alors, question, Microsoft a-t-il raison d'ouvrir ses smartphones à Android et Apple? Vous allez tout comprendre si vous n'avez pas encore bien saisi la portée de cette news dans quelques instants. Mais d'ores et déjà, vous pouvez voter et on a déjà une première tendance. Oui, à 82%. Et alors, c'est dingue parce que d'un coup, d'un seul, quand on voit cette question, on se dit, mais il y a... Allez, ne serait-ce qu'un an en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer une question comme ça enfin voilà, pour un sondage. Et bien voilà, ça arrive, le Microsoft est en train de s'ouvrir. Voilà, n'hésitez pas, hashtag 01 Live pour nous commenter toutes ces annonces qu'on va faire maintenant donc avec Eric Le Bourlou qu'on va retrouver donc via Skype depuis San Francisco. Salut Eric. Est-il là? Oui. Salut. Salut Eric, Eric Le Bourlou, donc rédacteur en chef du pôle actu de 01net, qui est à San Francisco. Ça va, il fait beau? Quelle heure il est là-bas? Il est à peu près 9h, voilà. Et il fait beau, il fait beau mais pas très chaud par contre. D'accord. Il fait à peu près 15 degrés la journée, donc il fait jamais très chaud à San Francisco et là mais il fait beau, ouais. Il y a un beau soleil. Quelle chance. En revanche, hier, tu n'as pas eu trop l'occasion de voir le soleil. Tu étais enfermé dans une grande salle pour découvrir en fait cette build. On va peut-être expliquer ce que c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous. Eric? Alors, la Build, c'est la plus grosse conférence de Microsoft chaque année. C'est la plus importante, en fait. C'est la conférence développeur. Donc, il y a des milliers de développeurs. En l'occurrence, il y en avait à peu près 5000 là, cette fois-ci. D'ailleurs, c'est la plus grosse que Microsoft ait jamais faite. Donc, ces développeurs payent d'ailleurs, payent pour voir un peu toutes les nouvelles technologies de Microsoft, apprendre à en savoir plus. Il y a plein de sessions techniques pour qu'ils comprennent mieux certaines technologies. Et voilà. Et Microsoft en profite évidemment pour faire aussi plein d'annonces à l'occasion de cette conf développeur. Donc des annonces très techniques, on le comprend, c'est pas du tout une conférence grand public, il faut décrypter, il faut lire entre les lignes, il faut ensuite expliquer, et c'est donc pour cela que tu es avec nous ce soir Eric, pour nous décoder ces fameuses annonces de Microsoft. Que faut-il retenir ? Alors, il y a eu pas mal d'annonces. On va peut-être commencer par celle qui est sans doute la plus importante. Déjà, Microsoft a annoncé un objectif lors de cette conférence. Ils ont annoncé qu'ils souhaitaient avoir 1 milliard d'appareils sous Windows 10 d'ici 3 ans.
1 milliard d'appareils sous Windows 10, c'est un chiffre énorme. Hein. Ouais. Ça en ferait une des plus grosses plateformes du marché. Et donc, ils sont arrivés avec cet objectif. Ils ont commencé par ça. Et tout ça pour évidemment dire aux développeurs, vous voyez, si vous avez 1 milliard de devices sous Windows 10, il est temps que vous commenciez à développer dessus parce que vous allez pouvoir toucher un maximum de gens avec vos applications. Alors, dans ces 1 milliard, il y a tout, c'est-à-dire il y a les PC, les tablettes et les smartphones. Exactement. Il y a les smartphones, les tablettes, les PC, puis d'autres choses, hein, parce que Windows 10, c'est aussi maintenant la Xbox, c'est aussi maintenant les objets connectés. On va pouvoir avoir Windows 10 à peu près sur toute une gamme d'appareils différents. Et ce qui compte pour Microsoft, c'est de dire aux développeurs, quand vous concevez un logiciel pour Windows 10, il va marcher aussi bien sur un téléphone que sur une Xbox que sur un PC. En fait, en gros, vous concevez une fois le code de votre programme et puis après, il tourne sur n'importe quelle machine. Et ça, c'est vraiment le message fort de Microsoft qu'il veut transmettre avec Windows 10 aux développeurs. Et pour cela, alors le problème, c'est que pour l'instant, ils ont pas. Pour l'instant, ils sont un peu à la traîne, Microsoft, face à Android, par exemple, et son Play Store, avec plus d'1 million d'applications, idem pour Apple. Ils sont un peu à la traîne, on va dire, avec son Windows Store, qui a été lancé avec Windows 8, mais qui ne marche pas très bien. Et donc, ils ont envie de le relancer. Ils ont envie d'aller beaucoup plus loin. Et donc, ce qu'ils ont fait, et c'est une annonce quand même assez importante, c'est qu'ils ont dit aux développeurs, vous voyez, si vous avez déjà conçu une application pour une autre plateforme, nous, on va vous permettre très facilement de l'adapter pour Windows 10. Autrement dit, si vous avez conçu une application pour Android, eh bien, avec quelques modifications de code, vous allez pouvoir la transformer, l'adapter et la faire tourner sur Windows 10 et tous les appareils qui tourneront sur Windows 10. Principalement pour Android, quand même le téléphone. Alors, il y a eu des annonces iOS aussi, Eric. Exactement. Alors ça, c'était un peu la surprise, parce qu'Android, on s'y attendait, mais ils ont aussi annoncé qu'ils allaient permettre, alors c'est un peu technique, mais via leur environnement de développement Visual Studio, de récupérer des projets Xcode, donc qui sont des projets pour iOS. Donc, ce qui va permettre aux développeurs d'utiliser Visual Studio pour prendre un programme iOS et l'importer pour Windows 10. Donc, on va pouvoir avoir demain, ils en ont fait la démonstration d'ailleurs, sur scène, avec étrangement un jeu qui mettait en scène des pommes. D'ailleurs, c'était la petite... la petite pique à Apple, on la voit derrière d'ailleurs. Ils ont montré en fait une application iPad qui tournait sous Windows, plutôt bien d'ailleurs, et donc qui va pouvoir être très facilement pour un développeur adapté pour Windows. Autrement dit, demain, vous aurez des applications sous Windows 10 qui auront été conçues pour d'autres OS, d'autres systèmes d'exploitation, et les plus dominants aujourd'hui sur le monde mobile. C'est un peu une révolution quand même, non ? C'est un petit peu une révolution culturelle au-delà de l'aspect technique, ça. Oui, alors c'est sûr que Microsoft est en train d'énormément évoluer depuis quelques temps, et on avait déjà vu que Microsoft, alors qu'avant il ne faisait absolument pas, beaucoup moins, développait désormais énormément pour d'autres plateformes comme iOS ou Android. Il y a maintenant énormément de logiciels Microsoft sur iOS et Android, et maintenant c'est la seconde étape, c'est-à-dire qu'ils estiment que ils se disent pourquoi pas récupérer de nouveaux développeurs, attirer de nouveaux développeurs vers notre Windows 10 en leur facilitant le boulot au maximum et simplement en leur disant vous pouvez faire tourner très facilement votre application Android ou iOS sur Windows. Eric, comme tu es sur place, est-ce que déjà tu as pu recueillir un petit peu la réaction des développeurs ? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette proposition ? C'est un petit peu mix. Enfin, on va dire qu'il y a des réactions différentes. C'est vrai que certains développeurs là, c'est quand même aussi des gens qui sont fidèles à Microsoft, qui sont acquis à leur cause, etc. Et c'est sûr que eux, pour certains, qui ont développé des applications natives Windows 8, etc., pour certains, ils n'étaient pas forcément ravis. On l'a vu dès le début, il y a eu des applaudissements assez mesurés pour ce coup de l'arrivée d'applications Android sous Windows. Mais en même temps, c'est important pour eux aussi que Windows soit une plateforme qui fonctionne, parce que sinon, si demain, il n'y a plus d'applications, si le store de Windows ne marche pas, ça posera problème à tout l'écosystème Microsoft, et on pourrait se demander peut-être après-demain si elle est toujours d'actualité, quoi. Donc finalement, ils sont peut-être un petit peu circonspects devant cette nouvelle, mais ça permet à Microsoft et à Windows de voir l'avenir plus clairement. Et puis c'est quand même aussi une révolution intellectuelle incroyable. On n'aurait jamais pu imaginer ce genre de décision prise par Microsoft il y a ne serait-ce qu'un an, non ?
Oui, c'est vrai que, mais comme je le disais, Microsoft a énormément changé depuis quelques temps. Et là, depuis que Satya Nadella est arrivé, le nouveau patron de Microsoft qui a remplacé Steve Ballmer, il y a vraiment des tremblements de terre dans son entreprise assez importants. Et ça se voit effectivement avec cette facilité qu'auront les développeurs à porter leur application pour Windows, mais ça se voit aussi sur d'autres sujets qu'a abordé Microsoft lors de cette conférence. Ouais. Eric, pas d'annonce hardware finalement hier, que du soft. Non. Que du soft, mais pas mal de choses quand même. Ce qui est à noter aussi, c'est que Microsoft a officialisé le nom de son nouveau navigateur qui s'appelle Edge. Ah oui. Projet Spartan. Voilà, alors ce qui est marrant, c'est que ce Edge, il commence par un E, on garde quand même, ça n'a plus rien à voir avec Internet Explorer, mais on garde quand même ce logo qui ressemble un peu à celui d'Internet Explorer, etc. C'était le projet Spartan, ça devient Edge, ils en ont profité pour montrer quelques petites nouvelles fonctions, une nouvelle page démarrée, et là encore, le support des extensions, qui est très important pour tous les geeks qui aiment bien aller un peu plus loin que leur navigateur. Donc ces extensions-là, en fait, c'est des extensions bâties autour de technologies web. Donc en fait, là c'est un peu pareil, c'est-à-dire les développeurs pourront très facilement récupérer une extension Chrome ou Firefox et la porter sur Edge. Donc c'est aussi, ça montre aussi que Microsoft évolue. Et ce logiciel va être très important puisque c'est un logiciel où ils veulent vraiment essayer de coller au plus et au mieux maintenant aux nouvelles technologies web. Donc ce sera plus des mises à jour tous les 2 ans, ce sera des mises à jour très rapides et ils vont continuer à développer ce logiciel à longueur d'année. Donc on va voir ce que ça va donner, ça va bientôt arriver, ça arrivera un peu plus tard que Windows 10, Microsoft Edge. Alors ce fameux masque HoloLens qu'on avait découvert avec appétit il y a quelques mois de cela, Satya Nadella, on a parlé hier soir, Eric ? Alors oui, il y a eu une grosse session sur HoloLens. Est-ce que tu as pu le tester ? Alors malheureusement non, pas pour l'instant, ce sera pour plus tard. Là, il y a d'autres sessions. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que on pensait que c'était encore un petit projet qui était un peu mis là pour épater la galerie. Mais en fait, Microsoft est très avancé sur ce projet puisqu'ils ont déjà, là, à la build, ils en ont ramené des centaines, ils l'ont dit. Il y a des centaines de masques HoloLens qui sont disponibles. Ils proposent à tous les participants à la build de l'essayer. Alors, moi, je ne l'ai pas essayé encore parce que les sessions pour les journalistes ne commencent que maintenant. Mais c'est en tout cas ce que j'ai pu voir, parce que il y a quelques personnes qui l'ont essayé autour de moi, notamment des gens de Microsoft. Ça marche quand même plutôt bien. Je veux dire, ce qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais effectivement, on voit en fait, ils ont carrément créé une interface Windows pour la réalité virtuelle, ce qui est assez dingue. Donc, on peut plaquer ces applications, plaquer son lecteur vidéo contre un mur, on peut plaquer les photos de ses enfants contre un autre mur, on peut afficher la météo sur sa table à manger. C'est très étonnant. Et ils réfléchissent aussi déjà à des applications business, notamment pour l'architecture, pour la construction, etc. Et ils ont déjà des gens qui travaillent avec eux sur des applications concrètes. Donc en fait, ce casque HoloLens qu'on a pu un peu penser pour un espèce de gadget et fait pour faire l'effet waouh à la fin d'une conf, en fait, ils sont très sérieux là-dessus et ils pensent vraiment que c'est une nouvelle plateforme d'informatique et que c'est un peu le futur. Donc et comme je vous le dis, ils sont arrivés quand même avec des centaines de casques et il y a des sessions pour les développeurs pour commencer à travailler avec ce casque et commencer à développer des applications Windows pour ce casque. Bon, tu ne désespères pas de pouvoir peut-être le tester alors avant ton retour sur Paris ? Oui, on pourra l'essayer. Malheureusement, moi, je suis obligé de partir un peu tôt, mais il y aura des sessions aussi. De toute façon, ils vont beaucoup en parler dans les mois qui viennent et ils vont continuer à montrer de nouvelles choses autour de ce casque. Donc, on le verra effectivement, même en France bientôt, apparemment. On a hâte. Parfait, très bien. Je crois qu'on a fait le tour de ces annonces Microsoft, de cette build. Mais je voulais juste ajouter quelque chose à propos d'une annonce Microsoft. C'était juste quand même Continuum qui est quand même une annonce très intéressante et qui pourrait être peut-être le truc qui va faire vendre des Windows Phone demain. Microsoft a annoncé une fonction qui va permettre, quand vous achetez un Windows Phone, mais plutôt haut de gamme, ce ne sera pas sur tous les Windows Phone, de le faire tourner en tant que PC. C'est-à-dire, vous avez simplement votre téléphone, vous le branchez
d'abord par câble, mais ensuite éventuellement sans fil à une télévision. Et là, vous avez une autre interface, une interface d'ordinateur. Vous pouvez connecter une souris, un clavier par Bluetooth à votre téléphone. Et vous avez du coup à la fois un téléphone et un vrai ordinateur. Et c'est pas mal du tout. Il y a plusieurs entreprises qui avaient déjà essayé de faire ça. Et là, ça montre bien qu'en fait, leur application, qui est à la fois une application téléphone et une application Windows classique, ça montre un peu le potentiel de cette application. Parce qu'on voit que vous avez un PowerPoint sur votre téléphone, il peut se transformer en PowerPoint pour votre Windows traditionnel très facilement. Et c'est plutôt bluffant. D'ailleurs, je vais essayer d'aller l'essayer aussi. Ouais, c'est étonnant. Donc le smartphone qui va devenir un petit PC finalement, avec tous les usages qu'on a du petit PC. C'est surtout qu'on s'intéresse plus trop au type de machine, mais on a tout sur tous les écrans, quoi. C'est le concept. Ouais, exactement. Mais pas de montre, du côté de Microsoft toujours. Non, pas de montre du tout. Ils ont déjà un petit bracelet connecté, là, le Ben, mais ils s'arrêtent là pour l'instant. Ils n'ont pas du tout montré d'objets connectés. Mais par contre, ils ont bien montré qu'effectivement, Windows 10 sera aussi un OS pour les objets connectés. Et ça, ils comptent beaucoup là-dessus pour aussi faire évoluer l'usage de Windows 10 à l'avenir. Merci beaucoup, Eric. Bon retour. Profite bien de toutes ces nouveautés et à très vite, bien évidemment. Eric Le Bourlou en direct de San Francisco. Question 01net Orange, après ce brillant exposé d'Eric et ce décryptage, Microsoft a-t-il raison d'ouvrir ses smartphones à Android et Apple? Eh bien, vous êtes toujours majoritairement à penser qu'ils ont raison, oui, à 86%. Voilà, il faudra voir après concrètement ce que ça signifie tout ça. Voilà, petite salve de questions. Jonathan qui nous demande si le navigateur Edge sera disponible à la sortie de Windows 10. On lui répond oui, bien sûr. Est-ce que le casque HoloLens va-t-il faire mieux que les Google Glass? En fait, c'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, on est dans le même concept, mais c'est beaucoup plus avancé, le HoloLens, puisque en fait, on a une image sur les deux yeux. Ouais, je pense que Google Glass est en haut à droite, etc. Après, il ne faut pas se leurrer. HoloLens n'arrivera pas dans les foyers après-demain. HoloLens, ça va être d'abord pour les professionnels. Évidemment, c'est des applis professionnels qui vont être développés en premier. Les architectes, les bureaux d'études, etc. Et après, peut-être dans un deuxième temps à la maison. Voilà, Thomas qui nous demande si on a une estimation de la sortie de HoloLens. Pas encore, on posera la question, Eric Le Bourlou posera sans doute la question aux ingénieurs qui sont sur place, mais à mon avis, on n'aura pas de réponse tout de suite. 18h17, on revient dans un instant avec David Noguera du Labo 01net. David a un nouveau produit TomTom à nous présenter. A tout de suite. Bonjour David Noguera. Bonjour messieurs. David Noguera, donc, qui revient d'Amsterdam. Exactement. Et oui. J'y ai vu une nouveauté, alors plusieurs nouveautés. Alors il faut savoir que c'est le siège de TomTom. Exactement. Tu as vu un port déjà, j'imagine. Le port d'Amsterdam. Effectivement, j'ai vu. Je fais mon petit François Sorel. Ouais, mais en moins bien quand même. Enfin, je veux pas dire, c'est un peu tombé à plat, c'est vrai. Tu n'atteins pas le maître. Non, c'est vrai. Bon, donc oui, des nouveautés TomTom. Alors forcément, TomTom, c'est du GPS à la base. On connaît surtout pour ça, des marques de sport. Donc une nouvelle gamme de produits. Lego 510, 610, 5100, 6100. C'est un petit refresh gentil de leurs appareils. 1,2 million de GPS vendus en France. Alors pas juste pour TomTom, mais quand on sait que TomTom a à peu près en volume 2014. À peu près 50% du volume en France, c'est effectivement. Mais bon, c'est un marché qui dégringole malgré tout, on est d'accord. C'est un marché. Alors effectivement, c'est pas les belles années du GPS où ça croît tous les ans. Non, là, on est plutôt ça descend doucement. Enfin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Alors surtout, moi, c'est un peu le regret. Il y a le smartphone, il y a des applis qui sont de plus en plus efficaces, complètes et puis pas très chères. Tu sais mieux intégrées, que nous, qui commencent véritablement à rattraper leur retard. Avec des systèmes sympas. Tout ça, ça fait un peu forcément baisser le nombre de GPS vendus, mais quand même 1,2 million de pièces en France. C'est pas déshonorant. Voilà, bon, donc c'est quand même un marché, c'est le gros du marché pour TomTom. Il n'y a rien de neuf. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur ces GPS? Sur ces GPS. Malheureusement, moi j'aurais aimé un nouveau look parce que c'est un produit qu'on commence à connaître maintenant. Bon, a priori, ils misent sur ce même look qui est quand même un peu épais, mais qui a un très bon son. Voilà, c'est la particularité de ce produit, c'est que le son est très bon. Particularité cette fois-ci soft, puisque c'est la grosse annonce côté GPS de TomTom. Carte au monde qu'on peut télécharger gratuitement depuis son compte MyDrive en fait. Donc c'est le client PC.
il est livré avec une cartographie Europe. Je veux partir aux États-Unis, je désinstalle mes cartes Europe et je mets mes cartes US. Donc ça, c'est vraiment illimité dans le temps. Très bon. Illimité, mise à jour dans le temps. Autre nouveauté, mise à jour de l'information trafic via le smartphone ou pour les modèles haut de gamme 6100 et 5100 via une carte SIM intégrée. Donc ça, c'est soit je fais du tethering, je paye moins cher mon GPS, mais j'utilise mon smartphone. Soit je veux une solution clé en main, je paye un petit peu plus cher et la SIM est embarquée. Et donc ça, l'infotrafic, on connaissait aussi HD Traffic chez TomTom. Pas de doute sur qualité de service, c'est ce qui existe de mieux. Et le dernier point, ce sont les alertes zones de danger ou radar, en fonction des législations et des pays, ça a différents noms, gratuits à vie aussi. Donc ça, c'était les grosses nouveautés sur la partie des annonces, GPS. On va dire non pas technologiques, mais effectivement plutôt commercial, soft. Donc voilà, donc ça c'est bienvenu. La moitié des journalistes étaient endormis pendant la course. Exactement, on se dit bon, c'est pas mal, mais c'est sympa, mais bon, voilà. On espère qu'il va y avoir autre chose quand même. Exactement. Et vous avez pas le côté One More Thing. Ouais, non, c'était plutôt effectivement s'il y avait un produit à retenir, eh bien c'était l'Action Cam, donc la Bandit. Voilà, qu'on voit effectivement à l'écran. Elle s'appelle Bandit. Elle s'appelle Bandit. Voilà. Ça s'écrit comment ? Comme un B-A-N-D-I-T. D'accord. Voilà. C'est bizarre quand même. Ouais, alors je sais pas pourquoi ils ont voulu s'encanailler, peut-être un peu. Donc la particularité, voilà, on le voit à l'image. Alors cette Action Cam Bandit, donc TomTom, eh bien, elle est au format tube. Drôle, ce nom Bandit. Ouais. Elle est au format Canon. Et là, on le voit, j'ai la caméra dans les mains. J'ai pas pu la ramener puisque les produits sont encore dans les dernières phases de préparation. Mais c'est cette batterie, donc Canon, qu'on recharge depuis une prise USB et qui annonce quand même 3 heures d'autonomie. Donc quand on sait que le gros problème des Action Cam, eh bien, c'est leur autonomie, on est plutôt sur un produit assez prometteur, en tout cas de ce point de vue-là. Il y a un écran sur le dessus avec des menus qu'on connaît de la montre, là toujours à l'image, ces fameux connecteurs en fait qui vont permettre d'ajouter des accessoires à la caméra. Un micro externe, un système de recharge, puisque là elle est étanche à 50 mètres, donc il n'y a pas le moindre connecteur qui sort de la caméra. Étanche 50 mètres. Étanche à 50 mètres sans caisson. Donc c'est plutôt bien, parce que le problème avec les caméras. Pas tous les jours à plus de 50 mètres. Non, mais le problème avec les caméras quand elles sont pas étanches, c'est que quand on ressort de l'eau avec le caisson, on n'entend plus rien. Donc ça c'est quand même dommage. Là, on a vu rapidement aussi, toujours, donc c'est l'application mobile, puisque la caméra, elle intègre du Wi-Fi, donc le retour de l'image directement sur son smartphone via l'appli dédiée, possibilité d'enregistrer, et aussi une petite fonction que j'ai trouvée assez amusante, c'est la possibilité de faire le montage directement depuis l'application. Alors pour l'instant, l'appli est exclusivement compatible iOS, mais les capteurs de la caméra, donc boussole et accéléromètre, sont capables de reconnaître des séquences un peu à sensation forte. C'est-à-dire que si je prends une descente, qu'il y a une grosse accélération d'un coup, la caméra va identifier cette séquence, l'accéléromètre va le taguer, et ça va me créer comme ça toute une succession un peu de pistes à sensation forte que je vais retrouver sur le smartphone. Et une fois que j'aurai l'application, que j'aurai toute ma bibliothèque, j'aurai juste à faire ça. Et l'appli va me faire un espèce de remix de toutes ces séquences et me proposer un petit montage c'est le petit montage malin. Ils sont partis du constat que, grosso modo, les gens ne souhaitent pas faire... ils filment plein de choses, et le montage après, ça tombe à l'eau. Donc là, cette petite fonction, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée de proposer ça de manière aussi, avec de la musique, aussi facile. Et on peut effectivement rajouter de la musique, faire mettre quelques ralentis, etc. Et elle coûtera combien, cette petite caméra ? C'est là que ça coince un petit peu. Moi, je la trouve un peu chère. 429 €. Donc là, on s'adresse quand même sur du même très haut de gamme. Donc on vient commencer à chatouiller les gens chez GoPro. C'est le haut de gamme de la GoPro. Et voilà, donc c'est une caméra qui filme en 4K. Alors 4K, à mon avis, ce sera de l'Ultra HD. Et avec une définition, plutôt Ultra HD, mais le problème, c'est les 15 images secondes. Hero 3, c'était de la 4K, en 15 images secondes, c'était pas super fluide. Et le problème, eh bien, c'est que cette donc, mine de rien, Bandit, la GoPro 4K de dernière génération est plus performante que celle-là. Il y a des chances que ce soit... à la limite, il y a des constructeurs aujourd'hui qui disent nous la 4K on n'y va pas parce qu'on préfère avoir une belle image 1080p. Là TomTom annonce sa version 4K en 15 images secondes. Alors il y a l'intermédiaire qui est le 2,7K 2000 quelque chose par 1536. Donc voilà, on est un peu au-dessus du... Voilà, c'est de la demi-4K. Je vous mets du 2K, ça vous va, monsieur ? Mais qui est cette fois-ci en 30 images secondes. Donc a priori, c'est simple. Produit. Pourquoi TomTom se lance sur ce marché ? Parce que c'est un marché déjà assez encombré. C'est d'ailleurs également une question qu'on a sur Twitter de Thomas qui nous dit est-ce que vraiment ça va marcher ? Est-ce qu'ils peuvent rivaliser face à GoPro qui est le grand leader ?
Alors ça va être très très compliqué parce que pour l'instant il y a quand même pas mal de constructeurs et de très grosses marques. Il y a quand même du Sony en place et du Panasonic. On parle souvent de GoPro, mais il y a aussi surtout Garmin qui a fait son annonce avec la nouvelle Virb XE, donc X Elite, qui est un produit aussi très complet. Mais donc beaucoup de personnes sont sur le... à l'arrivée, c'est toujours du GoPro, quoi. Donc il y a Kodak, dont on a déjà parlé, avec des produits pas trop chers et qui sont quand même bien fichus. La Pix Pro SP1, par exemple, c'est un petit produit à 200 €, très très riche en accessoires. Ce qui n'est pas non plus le cas de la TomTom Bandit, puisqu'elle sera livrée avec seulement 5 ou 6 accessoires. Donc ça va être du sticker, ça ne sera pas... De ce point de vue-là, je pense qu'il va y avoir un petit problème sur le prix et les accessoires. Ça risque de coincer un peu. Bon, et c'est dispo quand? Dispo courant mai, donc plutôt la deuxième quinzaine de mai. Comme les GPS, ça arrivera un peu mi-fin mai. Pari risqué quand même de la part de TomTom de lancer un produit sur un marché un peu encombré. D'autant que ce n'est pas leur métier véritable au départ, c'était le GPS. À voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. David Noguera, de la rédaction du Labo 01net. Dans quelques minutes, on va vous faire découvrir le G4. François, il arrive ce G4 ou pas? Il arrive. Tu sais quoi, il arrive avec ses petits pieds. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu en retard. Et oui, mais il arrive. Ne vous inquiétez pas, là, ça va se jouer à la minute près, mais on est en train de vous faire un truc. Pour l'instant, il est au parking, le G4. Voilà, il a donc 5 étages à monter. Le G4 garde sa voiture. Et en plus, comme c'est bon, comme on est bien chez Next Radio, on a un ascenseur, ça ira beaucoup plus vite. On va l'avoir d'ici quelques minutes. Mais en attendant, Bruno Cormier est là. On pourrait peut-être patienter avec un intermède de luxe. Mais tu ne meubles jamais. Voilà, c'est ce que je voulais éviter de dire, Bruno, mais. T'es un peu le Ikea du 01 Live, finalement. C'est ça. Bon, alors, oui, parce que c'est un smartphone qu'on vous avait déjà présenté. Il y a eu déjà des vidéos concernant ce P8, mais la nouveauté, c'est que vous commencez à véritablement le tester, et vous avez les premiers retours. Oui, alors. Première chose, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que cet appareil n'était pas en version finale. Donc le produit que vous avez eu. Voilà, donc le matériel en lui-même est en version finale. C'est le logiciel qui n'est pas du tout terminé. Donc du coup, on ne peut pas se permettre de le tester. On a eu des retours des ingénieurs de chez Huawei qui nous ont dit qu'effectivement, c'était un logiciel qui était prêt pour la démonstration, pour la conférence de presse, mais qui n'était pas prêt pour être testé jusqu'au bout. Alors, et comme vous êtes honnête, sérieux, gentil, également courtois, vous avez décidé d'attendre. Et patient, oui. Et patient. Alors bon, il y a déjà un petit quelque chose. Oui, alors du coup, il va falloir qu'on le teste une deuxième fois quand il sera en version finale, mais pour l'instant, c'est assez décevant. C'est assez décevant, c'est assez mauvais. Est-ce que c'est dû, à ton avis, justement au soft ou en partie, hardware? moitié. C'est-à-dire que la plupart des petits problèmes qu'il y a pas mal de bugs et il y a certaines options qui ne sont pas encore fonctionnelles. Par exemple, le HDR en photo ne marche pas. Donc il faudra juste l'activer une fois dans la version finale. La qualité photo est pas terrible. Alors ça, à mon avis, ça va être amélioré pour la version finale du système. Oui, parce que moi je me souviens quand même que lors de la présentation, notre smartphone c'est le meilleur du monde. Ils avaient mis le paquet en photo. L'iPhone 6 Plus, etc. Exactement. Alors pour l'instant, c'est pas du tout le cas. D'accord. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mais Huawei, ils sont un peu spécialistes de ce genre de truc. Ils nous avaient sorti la même chose déjà l'année dernière. En disant notre smartphone fait des photos plus belles que l'iPhone. Voilà. Et puis après, quand on avait testé le truc, on s'était rendu compte un petit peu quand même que c'était limite. Voilà. Donc en fait, c'est exactement ça, c'est limite. Non, mais il faut le dire, il faut le préciser. C'est-à-dire que dans certains, ils choisissent certains scénarios où effectivement, peut-être que l'appareil photo pourrait faire dans tel scénario une meilleure photo que l'iPhone 6, mais nous, on teste donc l'appareil photo dans la vie de tous les jours et aussi dans les scénarios labo. Alors, ils se débrouillent bien sur une mire, mais effectivement, en plein jour, en extérieur, on se rend compte que l'image est très retouchée. On se dit c'est pas très propre. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Alors ça, on peut attendre une amélioration pour la version finale, mais le plus alarmant, c'est l'autonomie. Surtout que les ingénieurs nous ont dit que la version finale du système ne devrait pas vraiment améliorer l'autonomie. Donc là, on a une autonomie assez mauvaise. 6 heures dans notre nouveau test, c'est très mauvais. Sachant que les appareils haut de gamme performants dans le domaine font entre 8 et 9 heures
heures. Donc voilà, et 12 heures en appel vocal, c'est-à-dire écran éteint, c'est très mauvais aussi, sachant que tout va bien. Les meilleurs appareils font entre 20 et 30 heures. Donc, on va pouvoir le mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On le met à la poubelle tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno? Alors, parce que là, franchement, honnêtement, il est joli, il est tout en aluminium, il peut décorer, il peut faire un joli cadre photo. Voilà, montre-le. Donc c'est celui qu'il ne faut pas acheter. Voilà. Non, en fait, c'est pas ça. C'est déjà, il n'est pas encore sorti, ce Huawei. Voilà, il n'est pas encore sorti. Voilà, donc, il faut attendre effectivement la version finale. On refera les tests et on refera même les tests d'autonomie une fois que ça sera final. Mais pour l'autonomie, à mon avis, il n'y a pas d'illusion à se faire. Voilà. Bon, très bien. Il sort quand, en fait? Il sort dans le courant du mois de mai. Bon, de toute façon, on en reparlera quand il sortira effectivement dans le commerce. Et puis surtout, on essaiera de voir si effectivement il a été mis à niveau. Oui, en quelque alors sorte. Il y a un premier test sur 01net. Vous aurez une mise à jour du test sur 01net dès qu'il sera sorti et en version définitive, bien sûr. Voilà, très bien. Voilà. Bruno Cormier qui a été masqué par une ombre un peu particulière. Vous vous êtes dit, mais quel est ce beau garçon qui vient de passer devant la caméra? Eh bien, c'est le LG G4. C'est lui, il est là. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais du LG G4 qui était dans le parking, qui a pris l'ascenseur, etc. On en a fait un peu comme un épisode à la Martine. Eh bien, Stéphane Curtelin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors, il faut parler très près du micro. Bonsoir. Voilà. Stéphane Curtelin, qui est directeur marketing de LG France. Et Stéphane Curtelin n'est pas venu tout seul. On est malgré tout très heureux de le recevoir lui-même, mais c'est rare de recevoir, d'avoir un invité dans Zero Live Hebdo. Et ça nous fait d'autant plaisir de vous recevoir que, eh bien voilà, on a eu l'occasion de découvrir donc le nouveau smartphone porte-étendard de la marque LG mardi dernier, c'est le G4. C'est encore tout récent en effet. Et il est là. Et il est là en effet, je l'ai pris dans ma poche, ça tombe bien. Voilà, donc là c'est un des ambassadeurs, justement, un des représentants. Alors on va le montrer. À quelle caméra, Florian, faut-il le montrer? Ici. Voilà, celle-là. Voilà. Donc Stéphane, le digne représentant du haut de gamme de chez LG. Voilà, exactement. Donc digne successeur au niveau technologique des précédents G2 et G3. Et dans cette idée, on a voulu quand même continuer à innover. Et on s'est dit, tiens, c'est vrai que quand on rentre dans une... ce plan avec mon oreille, derrière. Regarde, oui. Hop là, c'est magnifique. Alors on s'est dit, quand on rentrait dans une boutique de smartphone, il y avait de beaux produits, mais un certain concours de beauté un peu froide. Donc vous avez décidé, vous, de mettre du cuir. Voilà, exactement, pour réchauffer l'atmosphère d'une certaine façon. Alors du cuir naturel, cuir pleine fleur, c'est pas une housse, hein, ça fait partie intégrante de l'appareil. C'est la coque, exactement. Il faut 12 semaines depuis la réception des pots jusqu'à la production industrielle de cette coque, qui est, comme vous venez de le souligner, vraiment intégrée au téléphone. Donc c'est le premier smartphone qu'on doit cirer le matin en même temps que ses chaussures. Exactement, voilà, très bonne idée, en effet, mais on peut, alors, blague à part... Ne cirez pas l'objectif du téléphone. Ouais, vous allez faire des surprises. C'est embêtant. Mais blague à part, ça se traite comme de la vraie peau de cuir. Donc il a subi un tout petit traitement pour lui éviter les désagréments du quotidien, ce style les taches d'eau, d'huile. Ouais. Mais on garde vraiment le toucher naturel et cette sensibilité qu'on peut avoir qui est complètement différente par rapport à du verre. Nous sommes en direct, 18h32. Stéphane Curtelin, directeur marketing de chez LG, est avec nous dans 01 Live Hebdo. Si vous avez des questions sur ce G4 qui est très attendu, n'hésitez pas. Dépêchez-vous, on va rester encore quelques minutes ensemble. Hashtag 01 Live. Christopher. Bonsoir. Bonsoir Christopher, donc rédacteur en chef du Labo 01net. Il est séduisant, hein, ce G4. Oui, c'est vrai. La première prise en main qu'on a eue il y a quelques jours en noir est assez impressionnante. On n'est pas du tout habitué à avoir en Bordeaux. Des smartphones avec des matériaux comme cela, comme du cuir. C'est vrai que ça fait du bien de voir des smartphones qui changent un peu. Et on l'avait déjà un peu aperçu en photo. On se posait un peu des questions. C'est vrai, pour être tout à fait transparent, on se dit la prise en main. Et finalement, le résultat est plutôt satisfaisant. Franchement, c'est pas mal. J'ai une question. Du coup, la coque reste amovible ou pas? On peut quand même accéder à la batterie? Alors, tout à fait. On peut accéder à la batterie qui elle-même est amovible. Alors pour les spécialistes, 3000 mAh. Donc on a fait le choix de garder une batterie amovible de très haute capacité. Qui s'intègre parfaitement derrière cette petite coque. Alors bon, il a évidemment quelques atouts par rapport à la concurrence, parce que la concurrence, elle est acharnée sur ce segment. Hein. iPhone 6, Galaxy S6 qui a sorti un très très beau téléphone qui a été plébiscité par toute la presse. C'est compliqué, j'imagine, d'être... au niveau et répondre à l'attente en fait de tous ceux qui sont prêts à investir entre 600 et 700 euros à peu près. Oui, c'est ça. Si on veut ce genre de téléphone. Celui-là sera à 700 euros environ. Et alors vous misez quoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, c'est l'aspect technologique. Quels sont les aspects technologiques de ce G4 qui vont faire la différence à votre avis, Stéphane? Alors il y a plusieurs belles innovations sur ce produit-là.
une des utilisations principales qu'on a avec des smartphones, c'est de prendre des photos. Bien sûr, on passe des coups de fil, on consulte Internet, etc., etc. Mais on prend des photos. Alors, on a amélioré ce qu'on appelle l'ouverture focale, c'est-à-dire ce qui permet de laisser passer la lumière et donc notamment de réaliser des photos aussi réussies que possible, aussi lumineuses que possible, y compris en basse lumière. Donc, le petit chiffre technique, c'est 1.8. C'est un record aujourd'hui, puisqu'on parlait d'annonces récentes. Les annonces récentes sont plutôt à 2.2 ou 1.9. Donc, plus le chiffre est bas, plus on va laisser passer de lumière et plus les photos seront lumineuses. Mais on se dit qu'entre 1.9 et 1.8, bon, voilà quoi. Alors, il y a une grosse différence ou pas? On gagne encore 10%, 11% exactement, de clarté sur les photos. Bon, ça veut dire que dans la pénombre, je verrai un petit peu plus exactement, c'est ça, un des premiers bénéfices. Moi, je ne croirais que les tests de Christopher. Tout à fait. Et de Bruno. Évidemment, la présentation, on a joué un peu avec et c'est une version préliminaire, mais c'était aussi assez prometteur. Assez prometteur le résultat. Alors la vraie interrogation qu'il y avait sur le G4, c'était sur le processeur. On sait que le dernier Snapdragon, c'est le 810 de Qualcomm, surnommé le radiateur. Voilà, ou le grippin, qu'il est dans le One M9 de HTC. Bon, un grippin à 700 €, ça va. Voilà, ça va. Et aussi sur le G Flex 2 de LG, même s'il chauffait quand même beaucoup moins que le One M9, c'est vrai. Et du coup, on se posait la question, tiens, est-ce que ce G4, qui est quand même un smartphone très haut de gamme, va être équipé du dernier processeur très haut de gamme de Qualcomm? Et c'était quand même la petite surprise, du coup, exactement. Pas de 810. Voilà, c'est un processeur. Alors, je ne sais pas s'il est complètement fait sur mesure, mais pour l'instant, ça ressemble à une exclusivité temporelle, en tous les cas, où il y a un processeur spécifique de Qualcomm Snapdragon qui équipe ce G4. C'est-à-dire que ce n'est pas le 810, ce n'est pas non plus les versions précédentes. C'est un processeur qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est le 808. Voilà, vous avez évité justement l'accident industriel, vous vous êtes dit, ouh là là, le 810, on a des problèmes, vite, vous n'en avez pas un autre en rayon qui chauffe pas? Ou alors comment ça n'a rien à voir. Non, alors en fait, c'est un ensemble de paramètres qui fait que celui-ci étant très gourmand parce qu'il est hyper puissant, ce produit, il a notamment une capacité de traitement, on a amélioré le capteur photo, etc., etc. Donc il fallait quand même un processeur dernière génération. Et en discutant avec Qualcomm, il est apparu qu'il était possible de faire une version légèrement modifiée, plus adaptée à ce produit-là, et notamment à ce qu'on veut en faire au niveau photographie et écran également, puisque ce sont deux éléments qu'on a clairement améliorés encore. Alors bon, écran, on va dire Quad HD. Vous étiez les premiers à en sortir un l'année dernière avec le G3. Exactement, Donc voilà, même écran, mais amélioré, on va dire, sur ce modèle. Avec une technologie qui est directement inspirée de la technologie sur les télévisions. C'est-à-dire que c'est une technologie qui s'appelle IPS Quantum Display, qui est un nom un petit peu costaud. Ouais. Mais voilà, c'est quoi? C'est presque un nom de film de James Bond. Ouais, Quantum Display, pour les spécialistes. C'est ça, voilà. Et donc en fait, c'est assez simple. Les bénéfices sont les suivants. Plus de nuances de couleurs visibles sur l'écran, 20%. C'est-à-dire qu'on ne crée pas des couleurs, mais on va plus loin dans le rouge et dans le vert. Plus de contraste aussi. C'est particulièrement appréciable lorsqu'on regarde son téléphone en plein jour et en pleine lumière. Bon, vous savez qu'il fait un carton sur Twitter actuellement, votre téléphone. Plusieurs messages d'internautes qui nous disent qu'il est trop beau, enfin un smartphone qui se distingue des autres, etc. Alors cet écran, il est quand même légèrement incurvé. Oui, ça se voit pas du tout à la caméra. Ouais, c'est très subtil. Hein, très subtil. Alors, il faut véritablement le mettre. C'est vrai que c'est un point qui vient compléter. Tout à l'heure, on parlait de sa façon de se distinguer au niveau du design. C'est-à-dire que non seulement on a voulu réchauffer un petit peu l'atmosphère avec le cuir qui est noble, chaleureux, mais on lui a donné une légère incurvation qui nous semble plus agréable à prendre en main, plus stable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de téléphones qui sont ultra plats. Alors c'est surprenant, ce sont des performances. En plus, ils sont de plus en plus grands. Voilà. Mais en prise en main, il nous a semblé que c'était un bénéfice supplémentaire, lui donner une légère courbe. Voilà. Why not? Est-ce que je peux changer de dos? C'est-à-dire que si j'achète le noir, ensuite je peux... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous achèterez le modèle cuir, vous sera livré également cette finition ici, type métal, classique, en finition or. D'accord, mais je peux mettre une autre couleur de cuir si je le souhaite. Oui, tout à fait. Il suffit, on l'ouvre comme quand on change sa carte SIM ou son. C'est étonnant parce qu'on voit que Apple a ouvert la voie des smartphones très fermés, c'est-à-dire au design très léché, avec pas de possibilité d'étendre de la mémoire, pas étanche, etc. Eh bien vous gardez ce parti pris de dire vous pouvez augmenter la mémoire du téléphone, vous pouvez changer la batterie, ce
qui n'est pas le cas d'ailleurs même aussi sur le nouveau Galaxy S6. Vous n'avez pas cédé à la tentation des ténors du moment qui veulent des smartphones fermés? C'est exactement ça, on n'a pas cédé à la tentation. Économiquement, on aurait pu se dire que c'était plus sûr parce que la voie est un petit peu tracée par les ténors. Mais en discutant avec des consommateurs, il nous a apparu qu'il était plus intéressant et plus valorisable d'un point de vue bénéfice au quotidien de continuer cette voie de la carte SD et de la batterie haute capacité amovible. D'accord. Très bien. Sort le 5 juin prochain. Exactement, le 5 juin en magasin, largement distribué. Les tarifs, peut-être? Alors 700 € pour la version cuir. Oui, peut-être, tu as raison. Hein, c'est un petit détail qui compte. On les a évoqués tout à l'heure. Voilà, donc 650 € environ pour donner un ordre d'idée. Ça sera en produit ce qu'on appelle nu, c'est-à-dire sans subvention, dans une finition qui peut être métal, blanc céramique ou doré, et 700 environ. Pour la version cuir. Voilà, un téléphone nu en cuir, les amis, franchement, c'est bouleversant tout ça. Tiens, ça fait rêver. La question de l'âme 12. Nano SIM ou micro SIM? Excusez-nous, là c'est un peu moins sensuel. Hein. Nano SIM ou micro SIM? On est sur des SIM classiques pour ce type de téléphone, c'est-à-dire qu'on va être sur de la micro SIM. La micro SIM, d'accord. C'est pas la toute petite SIM qu'on retrouve sur notamment le Galaxy S6 et l'iPhone. Hein. Écoutez, vous savez quoi, on va le faire en direct, les amis. Ils sont trop ouverts les téléphones. Donc si on n'a pas l'information dans les secondes qui viennent, là, franchement, on arrête tout, on éteint la lumière et on va se coucher. C'est du nano. C'est du nano? Non, micro. C'est pas la plus petite, ce que vous disiez. Oui, c'est celle qu'on trouve. Là, m'a failli piéger tout le monde, mais là, m'a bien fait de poser cette petite question. Après, c'est un détail... Micro SIM. Peu, hein. Oui, non, mais c'était peut-être. Si on a un iPhone, on peut très facilement, on n'est pas obligé de recommander une carte SIM, etc. Même si ça changerait en performance. Oui, non, bien sûr. Non, sur l'iPhone, on ne peut pas, justement. Non, mais si ça avait été un nano SIM, c'est pas d'accord. Jonathan, le fait d'avoir du cuir sur la coque ne posera pas un problème de déperdition de la chaleur du processeur? Ça, c'est la question. Oui, alors ça fait partie des paramètres que nos ingénieurs et nos développeurs ont bien sûr étudiés de très près. Et c'est vrai qu'il a fallu faire plusieurs tests pour avoir des résultats équivalents à des procédés plus classiques, mais ce n'est pas le cas. Non, mais Stéphane, c'est du vrai cuir ou c'est du vrai cuir? C'est du vrai cuir. Je vais même aller plus loin, c'est du cuir, ce qu'on appelle pleine fleur. C'est-à-dire c'est la partie supérieure de la peau. C'est comme mon canapé, oui. Que tu as payé un bras. Voilà, c'est la même chose. C'est du vrai cuir, et alors c'est pas commun dans l'électronique, c'est vrai. Il n'arrête pas de se moquer de mon canapé. Voilà. Très beau. Très beau. C'est vraiment du vrai cuir. Le fil est également réel, c'est du fil, alors, pour tout vous dire, qui est utilisé en maroquinerie, la société s'appelle Gutermann. Voilà. Bon, mais très bien, voilà pour ce G4. Alors là, c'était, voilà, on l'a découvert pas pratiquement en même temps que vous, mais c'est vrai que c'est le premier ressenti. Il arrive bientôt au labo. Bien sûr, on va le triturer comme d'habitude, comme tous les smartphones. Vous en avez 3, hein, là, Christophe. Et on se retrouvera pour dire du mal. Ce que je fais, c'est que je fais diversion auprès de Stéphane, on va lui payer un café, tout ça, et là, paf, pendant ce temps-là, vous prenez les téléphones. Ok, ça marche, on fait ça comme d'habitude. Il est au courant du plan, maintenant, ça va pas marcher. Ah oui, c'est vrai. Zut. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous en prie, c'est un plaisir. Stéphane Curtelin, donc, directeur marketing chez LG. Bon, on a un peu débordé, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne bouche. En plus, ça vous a plu, il y a plein de messages, donc c'est bien, on le refera. Ah oui, on nous parlait de la montre, tiens, la montre LG. Ah oui. Oui, alors il y a plusieurs montres, puisque là, on vient d'annoncer la 3e édition, ce qu'on appelle la Watch Urbane, qui a un look un peu plus urbain, justement, comme son nom l'indique. Et vous l'avez pas là? Non, j'ai pas pu la prendre aujourd'hui. On a essayé, hein, on a parlé juste avant, mais voilà, il y a eu un petit loupé, mais pour la prochaine fois, promis. Ouais. Donc c'est une montre avec un modem avec l'intérieur. Alors la Urbane, non, c'est la version métallique de la Watch Air, c'est ça. Alors en fait, on a annoncé. C'est la luxe, quoi. C'est celle qui avait été. Oui, alors voilà, exactement. À Barcelone. Pareil, voilà, avec du cuir et une finition métal qui reste un prolongement du smartphone. Et en parallèle, alors pour information, en Corée sort également la Watch Urbane LTE 4G, en fait, qui elle est une montre avec un design plus sport, parce qu'il faut incorporer cette fois-ci, c'est même pas une micro SIM, voilà, une nano SIM, c'est une eSIM. Donc qui est complètement intégrée au téléphone et qu'on ne modifie que par logiciel. Voilà, une chouïa SIM. La eSIM, c'est ce que essaie d'intégrer Apple avec ses nouveaux iPads. Oui, ça fait partie des prochaines étapes sur lesquelles on... C'est une SIM non amovible, en fait. Exactement, voilà, qui est modifiable d'un point de vue logiciel, mais qui n'est plus à ce moment-là amovible. Est-ce qu'on la verra en France, cette montre? C'est très probable. C'est très probable, pas en 2015. Voilà, on réfléchit sur plutôt l'année prochaine. Après, il faut voir les usages qu'on peut avoir avec ce genre de choses. Des premiers échanges qu'on a pu avoir, il semblerait qu'il y ait de la place pour les deux, parce qu'il y en a une qui est vraiment le prolongement du smartphone. C'est un complément à son smartphone. Et il y en a une qui va se mettre dans l'autonomie complète. On n'a plus besoin du smartphone.
En revanche, forcément, elle devient plus épaisse parce qu'elle embarque plus de choses. Et l'autonomie risque de s'en ressentir aussi. Voilà, alors même si on travaille plutôt pas trop mal chez LG, parce qu'on y fait très attention, et c'est vrai qu'on a toute une division qui s'appelle LG Chemicals, qui fait notamment les batteries des Zoé. Alors on va pas mettre la même batterie dans une montre, parce que ça sera un peu gros. C'est sûr. Mais il y a un savoir-faire, voilà, sur lequel en effet on y prête très attention. Merci Stéphane. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Christopher Siminelli, qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs sur BFM Business dans Tech & Co. C'est ça. Quelle heure 22h. 22h, voilà, avec l'ami Sébastien Coineau. Jérôme, voilà. Je crois qu'on n'a jamais autant débordé, là, 18h45, mais c'était vraiment là pour la bonne cause. Hein, on va déborder bientôt pour une autre raison, François. On peut peut-être en parler dès maintenant, même si c'est pas tout de suite. Non, mais allez, tisons un peu. C'est vrai, il y a plein de rendez-vous. C'est vrai, tu as raison, on n'est pas en retard, donc tisons. Et puis, donc pas à partir. Non, qu'est-ce qu'on a? On a le MEDPI bientôt qui va arriver. Vous savez, c'est ce grand salon dédié à la high-tech qui se déroule à Monaco, qu'on suit chaque année d'ailleurs. 01net TV, partenaire média du MEDPI. On vous prépare un live voilà, avec énormément d'invités, toutes les nouveautés qui vont être présentées, notamment le PC Stick d'Intel, hein, que vous êtes en train de tester d'ailleurs, qu'on découvrira là-bas. Et puis un autre live à Roland-Garros, ça sera un petit peu plus tard. Et Jérôme, on couvrira aussi la fameuse keynote Google I.O. Voilà, c'est ça aussi dont je voulais parler. Donc ce sera à San Francisco et on fera une émission spéciale évidemment à cette occasion. Voilà, bon, on sera rue de Radeau sur le Glane, on ne sera pas à San Francisco. Non, hein. malheureusement pas cette fois. Je sais pourquoi je voulais pas partir, c'est parce que j'allais oublier de faire un dernier tour du côté de la question 01net Orange du jour. Microsoft a-t-il raison d'ouvrir ses smartphones à Android et Apple? Eh bien oui, toujours majoritairement, selon voix 86%, non à 12% seulement. Et puis il y a même des petits commentaires. Ah non, j'arrive pas à les afficher. Bon, il faut aller les voir sur le site 01nettv.com. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Je trouve que le G4 noir me va très bien. Regardez ça. C'est vrai. Merci beaucoup Stéphane. Le noir te va bien. Merci. À bientôt. Bonne soirée sur 01net TV. À très vite. On se retrouve demain. Salut à tous.